Euh, oui. Bonjour à tous. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci pour l'invitation. En effet, je vais essayer de parler un peu de notre approche de l'innovation pour Veolia, qui est un bailleur social. Donc, Veolia, nous sommes un bailleur social avec plusieurs activités dans le domaine de l'immobilier, de l'aménagement, de la construction, de la rénovation, de l'exploitation. Au final, nous logeons à peu près 80 000 ménages sur l'ensemble de la France, 2 000 réhabilitations par an, 1 500 constructions neuves à peu près. Donc ça fait beaucoup d'activités. Le siège est basé à Lille, mais nous avons des logements dans les grandes métropoles de France. On a la chance chez Veolia d'avoir un conseil d'administration qui est composé en fait de grands industriels du Nord. Donc quand on leur parle innovation et quand on leur cite tous les challenges que j'ai rappelés là dans le domaine du bâtiment, ils ne sont pas étonnés d'avoir un service innovation. Il faut savoir quand même que c'est quelque chose d'un peu plus étonnant dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier, malheureusement, ce qui avait déjà été cité ce matin, puisque c'est les secteurs dans le monde qui ont le moins de dépenses en R&D. Donc au niveau du bâtiment et de l'immobilier, il y a eu en effet plein de rapports là-dessus, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie ou en Europe. Donc heureusement, chez Veolia, on a des actionnaires qui croient en ce développement. Et donc je citais Albert Einstein, qu'en effet, on ne pourra pas toujours répondre à nos challenges en faisant la même chose et qu'à un moment, il faut prendre différents chemins, quitte à tomber sur des impasses, mais à trouver d'autres routes. Pour vous montrer un peu, j'ai fait cette carte pour vous montrer un peu l'impact régional de l'innovation depuis 10 ans chez Veolia. Tous les petits points sont les projets, en fait. Donc, je ne vous ai pas mis la nature, parce qu'il y en a beaucoup sur les matériaux biosourcés, sur les économies d'énergie, les actions sur le design, etc., sur des méthodes aussi. Donc, on se rend compte qu'à l'échelle de la métropole européenne de Lille, c'est la carte qui est encadrée, ça fait quand même beaucoup de chantiers et de projets innovants qui, à chaque fois, entraînent des concepteurs, donc des architectes, des bureaux d'études. Ça nous permet de discuter avec des assureurs, de discuter avec des mairies également, avec des entreprises et au final de confronter nos locataires à de l'innovation également. Donc c'est un moteur qui est intéressant et c'est notre rôle aussi. On se perçoit aussi comme un moteur régional d'impact, d'innovation. Concernant la méthode, c'est assez banal, mais en tout cas, on s'emploie avec un peu de rigueur à utiliser cette méthode à chaque fois. Tout d'abord, on fait une comparaison des meilleures solutions qui peuvent exister pour répondre à un problème donné, puisque ça ne sert à rien de réinventer la roue quand d'autres personnes l'ont déjà fait, il suffit juste de l'amplifier. Ensuite, on fait des prototypes, on mesure si on arrive à notre objectif. Parfois, non, mais il faut l'accepter dans l'innovation aussi. On arrive sur des fois des impasses. Et après, il faut communiquer sur ces résultats, puisque ça permet d'inspirer, comme aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inspiration. Moi, je repars avec énormément d'inspiration et j'en fais profiter aussi les écosystèmes qui sont plus dans le Nord. Et enfin, on essaye de développer non pas un seul prototype, mais plutôt ce qu'on va appeler un premier de série, pour un peu entraîner tout le monde, entraîner les différents acteurs et pour montrer que ce n'est pas juste un seul projet, un seul coup, mais vraiment on croit en ces éléments d'innovation et on souhaite les développer au sein d'un territoire. Et enfin, le point le plus important quand même, c'est de mesurer les résultats, puisque si on ne mesure pas les résultats, on ne peut pas s'améliorer et voir si on a fait des erreurs. Sachant que c'est toujours très bien de faire des erreurs, on apprend toujours beaucoup plus de ces erreurs que de ses succès. Un premier exemple, pour vous illustrer un peu cette démarche, c'est notre série de projets passifs. Donc en 2015, quand j'ai monté le service technique innovation chez Veolia, on se posait la question de comment appréhender la future réglementation européenne de 2020, qui impacte tous les pays de l'Union européenne, qui est d'atteindre des bâtiments qui sont Nearly Zero Energy Building, qui sont quasiment à énergie nulle. Donc c'est une vraie prouesse.
Moi, en tant qu'ingénieur, on m'a toujours appris à comment on fait des calculs et comment on dépense de l'énergie pour chauffer des bâtiments. Là, l'objectif avec ces directives européennes, c'était de faire des bâtiments quasiment à énergie nulle. Un grand changement dans la profession. Donc on a regardé un peu ce qui se passait en France et ce qui se passait en Europe avec différents chemins que l'on pouvait prendre pour cela. C'était soit mettre beaucoup d'énergie renouvelable, des panneaux solaires, mettre des systèmes de production d'énergie renouvelable et très peu isoler les bâtiments, ou alors prendre un autre chemin, on isole beaucoup plus et on réduit les consommations énergétiques. Alors on a préféré prendre ce deuxième chemin parce qu'en fait, parmi nos locataires, on a à peu près 40% de nos locataires qui sont en situation de précarité énergétique. Donc la nécessité pour nous aussi, c'est de réduire leur facture énergétique et aussi qu'ils soient protégés au niveau des fluctuations des coûts de l'énergie qu'on constate actuellement. Quand on avait lancé ces études en 2015, l'inflation au niveau de l'énergie n'était pas aussi important. Donc on est très content d'avoir lancé ces logements qui sont des véritables boucliers contre les problèmes d'inflation et de pauvreté pour nos locataires. Et puis il faut savoir aussi quand on investit dans un bâtiment, on a des prêts publics qui sont de l'ordre de 40 à 50 ans. Donc on a regardé la durée de vie des équipements, entre un panneau solaire qui dure à peu près 25 ans et puis des isolants qui vont durer à peu près 30 ou 40 ans. On a choisi de travailler plutôt sur les isolants qui ont une durée de vie supérieure et qui ne nécessitent pas de maintenance, c'est-à-dire qui ne génèrent pas de coûts supplémentaires d'exploitation, que ce soit pour nous ou que ce soit pour le locataire. Puisque, en effet, notre locataire n'a pas beaucoup de ressources financières. Donc, au final, ce que l'on a fait, c'est qu'on a lancé à peu près 20 projets, pas un seul, sur l'ensemble de la France. On arrive donc à des résultats qui sont extrêmement performants, des résultats qu'on a mesurés, en tout cas sur les 5 premiers bâtiments, c'est-à-dire à peu près sur 200 logements. On a fait les mesures sur des bâtiments à Lille, à Nantes, et à Lyon, pour avoir une différence un peu au niveau de la latitude et des comportements des différents locataires. Donc une vraie réussite, et la plus belle réussite aussi, ça a été d'entraîner avec nous un certain nombre d'architectes, de bureaux d'études, de prouver à certaines mairies que c'était possible. Quand on a discuté aussi avec la mairie de Lyon, je crois qu'on est parmi les premiers bâtiments passifs à avoir été créés sur Lyon. Donc voilà, le but du jeu, ça a été d'entraîner, de montrer qu'il y a différentes formes d'architecture aussi qui sont possibles, et de montrer que ce n'est pas juste un seul bâtiment qui est produit, mais vraiment, dans différents écosystèmes, produire ce type de bâtiment. Ça, c'était le premier exemple que je voulais partager avec vous. Le deuxième exemple, on se l'est posé, c'est une question qu'on s'est posée juste après, en 2016. On s'est dit, c'est bien beau de préparer l'avenir avec la construction neuve, mais l'enjeu majeur, c'est quand même la rénovation, puisqu'on a plein de locataires qui ont des factures énergétiques qui sont énormes. Bon, je ne vais pas revenir sur les émissions de CO2 liées au stock de bâtiments en France et en Europe. Donc, on a regardé ce qui était possible de faire. Là, on a appliqué la même système de comparaison. Les solutions passives, on les avait trouvées en Allemagne et en France. Et on a vu une solution qui avait été développée par nos voisins néerlandais, qui s'appelle Energiesprong. Donc, en flamand, ça veut dire le saut énergétique. Ils avaient été confrontés aussi au même problème dans les années 2005-2007 sur la rénovation. Et ils ont développé un système industriel avec des systèmes de façade rapportés, avec tout un scan 3D des bâtiments qui permettent d'isoler des bâtiments. Et la promesse était la suivante, de rénover une maison en 3 semaines à énergie zéro et garantie pendant 25 ans. Donc dit comme ça passe toujours un peu dans la présentation, mais bon, moi, j'y croyais pas. En toute honnêteté, voilà, je dois vous l'avouer, je me dis, mais c'est pas possible, il doit y avoir un loup quelque part. Donc, on a discuté avec les Hollandais, gentiment, ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont expliqué. C'est des projets qui fonctionnent. Depuis maintenant, les premiers sont en date de 2008-2009. Donc on arrive avec des systèmes d'isolation hors site, avec de la précision au niveau du captage des données numériques, avec de la précision dans la mise en œuvre, le traitement d'étanchéité, arriver à des bâtiments à zéro énergie. Donc là encore, on a lancé 5 projets sur plus de 500 logements. Là, vous voyez différentes photos avec des maisons individuelles, des logements collectifs, pour montrer que ce n'est pas juste une vitrine, mais qu'il y a une dynamique qui peut être créée. Un autre élément aussi, c'est qu'on fait partie d'un réseau européen de bailleurs sociaux qui s'appelle European Federation for Living. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, puisque l'Europe est un merveilleux laboratoire.
450 millions d'habitants, plus de 25 cultures différentes, plus de 13 climats différents. Et tout ça regroupé dans un petit territoire, à l'échelle par exemple si on compare avec la Chine, l'Inde ou les États-Unis. Et ça permet vraiment de faire ces comparaisons, d'échanger les bonnes pratiques, de donner beaucoup d'espoir, de montrer qu'il y a des solutions qui viennent d'ailleurs, de discuter. Et c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire et je trouve qu'il est un peu sous-utilisé. En tout cas, j'aimerais voir beaucoup plus de bailleurs français qui participent à ces projets. Vous voyez par exemple là un exemple d'un projet donc à énergie zéro en collectif. Donc vous voyez que ça permet de faire participer 4 pays différents, donc l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, et aussi 18 partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des universités, il y a aussi des industriels, donc ça permet vraiment de partager ensemble dans un temps très court, puisque généralement ça dure 4 à 5 ans, et d'avoir en même temps, sous différentes latitudes, avec différentes cultures, une réponse différente au même problème qui est donné, qui était un problème de comment construire un bâtiment zéro énergie très rapidement, garanti pendant 25 ans, avec des réponses différentes qui ont été apportées par les Anglais, par les Hollandais, par les Allemands et par les Français. Un autre exemple, là aussi, avec l'intégration architecturale de panneaux photovoltaïques, exactement la même chose, avec l'Espagne, avec des intégrations, et la Suisse, avec des intégrations un peu différentes. Et là, pour l'économie circulaire, avec des systèmes de déconstruction et des outils numériques, où on voit des réponses qui ont été données différemment sur des bâtiments, comme vous le voyez, qui sont aussi différents. À chaque fois, vous voyez comme un nombre élevé de pays et de partenaires, ce qui donne à la fois une forme de lourdeur, mais à la fois une forme aussi de richesse extrême et de rapidité aussi, d'intensité au niveau du projet, qui est très intéressant, vu les challenges et le peu de temps qu'on dispose pour ces challenges. Là, un projet très intéressant aussi, qui est une réponse à l'adaptation au climat de différents pays, entre les pays nordiques, centre-Europe et plutôt, on va dire, centre-sud, avec des réponses, là encore, complètement différentes et des échanges très intéressants. On pourra en discuter très longuement avec des enseignements très intéressants. Enfin, dernier point, on a pris un autre chemin aussi en 2020. En 2020, Lille a été capitale mondiale du design et on a demandé donc à Veolia comment vous pouvez traiter le design. Et dans ces cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va faire appel à des designers et on va essayer de travailler sur différents sujets. Donc les halls d'entrée, parce qu'un hall d'entrée c'est important, c'est là où le locataire rentre, c'est un peu la transition avec son logement, donc comment un designer peut traiter ça. Un local vélo, parce qu'il y a une sous-utilisation des vélos. Souvent, quand on a fini un projet, le local vélo, c'est un peu une coque vide, et puis on n'a plus de budget, on n'a plus le temps pour l'aménager. Et puis un local poubelle maintenant qu'on appelle local ressources chez Veolia. Voilà, comment on peut encourager les gens à utiliser ces locaux. Et les maisons, bien sûr, dont Maria parlait tout à l'heure. Donc là, vous voyez les maisons design qui ont été travaillées avec Nathalie Crasset et Simon également. Un objet communicant aussi, qui a été travaillé avec une équipe de designers spécialisés sur les objets connectés, qui permet de visualiser la production d'énergie renouvelable d'une façon beaucoup plus sensible que des affichages digitaux pour nos locataires. Et là, vous voyez donc les halls d'entrée et les locaux vélos qui sont maintenant bien plus utilisés que ce qu'il y avait auparavant. Donc on voit quelque chose qui est intéressant. Là encore, ce sont les prototypes. Et maintenant, c'est intégré dans les cahiers des charges et on est en train de travailler sur 5 ou 6 projets similaires pour multiplier un peu tout ça avec des designers différents. Voilà ce que je voulais partager avec vous au niveau de l'approche de l'innovation chez un bailleur social.